Good morning. Bonjour et bonne journée, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce webinaire organisé par la Fédération pour la paix universelle, Europe et Moyen-Orient, en coopération avec l'Association internationale des universitaires pour la paix. Je m'appelle Ivo Bruffertz et je suis très heureux d'être le modérateur aujourd'hui. Je viens de Bruxelles. Tout d'abord, quelques informations sur la traduction en français. Suivre le webinaire en français. Il suffit d'appuyer sur le bouton avec le globe terrestre situé au bas de votre écran. Now, for questions to the Maintenant, panelists, pour la question aux panélistes, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton Q&A seulement au bas de l'écran. Nous sommes heureux d'avoir une incroyable gamme de conférenciers. L'ambassadeur Marc Fogolard, consultant en affaires internationales, nous rejoint des Pays-Bas. De France, nous avons M. Barthélemy Courmont, professeur d'histoire contemporaine et de relations internationales. Et M. Jun Isomura, chercheur de l'Hudson Institute de Washington, D.C., se joint à nous depuis Tokyo. Ce webinaire est l'un des nombreux organisés cette année par la Fédération pour la paix universelle dans le cadre de l'initiative pour la paix en Asie du Nord-Est. EPF soutient le processus de paix sur la péninsule coréenne et tout a débuté avec la rencontre de ses fondateurs avec le président Kim Il-sung en 1991, il y a 30 ans. Aujourd'hui, 70 ans après le début de la guerre de Corée, les conférences et forums de l'AFPU rassemblent des experts de premier plan de divers domaines, y compris, entre autres, le milieu universitaire, les entreprises, la politique et les médias, afin d'offrir un aperçu des perspectives d'amélioration des relations de Corée, mais aussi entre tous les pays parties prenantes de la région. Le webinaire d'aujourd'hui est vraiment d'actualité. Juste la semaine dernière, la veille de l'arrivée de hauts responsables américains à Séoul, la sœur du leader de la Corée du Nord, Kim Jong-un, a averti les États-Unis, et je cite, s'abstenir une puanteur à sa première étape s'il veut dormir en paix durant les 4 années qui viennent. Elle faisait allusion au surnom de quelqu'un, Sleepy Joe. Maintenant, si nous lisons entre les lignes de cette guerre rhétorique sans fin entre la Corée du Nord et l'Amérique, y a-t-il des perspectives d'un règlement de paix réussi sur la péninsule coréenne? C'est la question d'aujourd'hui. Pour le savoir, permettez-moi de vous présenter notre premier orateur, M. Marc Vogelard, ambassadeur de 2002 à 2012. C'était le représentant permanent des Pays-Bas auprès de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et plus tard le conseiller spécial de son directeur général. Il a également été directeur de l'Organisation de développement énergétique de la péninsule coréenne de 1999 à 2012. Monsieur Vogaler est maintenant consultant indépendant en affaires internationales. En tant qu'ancien président de la section néerlandaise des conférences Pugwash sur la science et les affaires mondiales, il reste actif en matière de désarmement et de non-prolifération nucléaire. Ambassadeur Vogelar, la parole est à vous. Merci. Bonjour à tous. Je suis reconnaissant à la FPU de m'avoir invité. De l'Europe distante, quand je regarde la péninsule coréenne, je vois parfois un verre à moitié vide et parfois à moitié plein. Moitié vide, c'est la crise sans fin qui a déstabilisé la Corée depuis plus de 70 ans. Et il passait, mais il y a aussi à moitié plein, considérant que cette crise
n'a pas conduit à la Troisième Guerre mondiale. Alors, comment pouvons-nous résoudre cette crise avant qu'elle n'explose dans notre visage? Ces deux questions, et c'est un défi unique qui se pose à nous. Si nous regardons les leçons à apprendre de d'autres essais, beaucoup d'erreurs ont été commises dont nous devons apprendre quelque chose. La première leçon que je suggère d'apprendre, il faut un mandat plus large. Ça doit comprendre tout et prendre soin des besoins de toutes les parties prenantes, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le passé. La deuxième question, c'est nous devrions essayer de faire une action pas en phase, de mettre toutes les cartes sur la table et non pas demander la dénucléarisation avant tout. Ces erreurs sont exemplifiées dans les cadres de 1994 convenus au sein du CEDAW, qui a été créé plus tard pour implémenter le cadre convenu. J'étais directeur pendant 3 ans et de 1999 à 2002, c'était le moment où la Corée du Nord n'était pas encore un État nucléaire. Maintenant, c'est encore bien plus complexe. Je ne vais pas parler des détails de Kedo, de son mandat et de la fin de cette institution. J'aimerais aller aux leçons positives et Kedo. Ça a montré que des deals avec la Corée du Nord sont possibles, surtout si on combine des bénéfices économiques avec les résultats politiques. Mais nous avons aussi fait des erreurs. Et je suis persuadée que le cadre qui était convenu était trop limité, puisque la dénucléarisation était mise en avant et que tous les bénéfices suivraient une fois que la dénucléarisation serait terminée. En d'autres termes, ça ne prenait pas en considération les besoins essentiels de la Corée du Nord. Et la paix et la réunification n'étaient pas prises en compte. Alors, quelles sont les perspectives pour une paix? Les perspectives sont bonnes tant que l'établissement de la paix puisse amener des bénéfices des deux côtés. Et plus concrètement, ça parle aussi des besoins essentiels de la Corée du Nord. Regardons les besoins de la Corée du Nord. Je vois 4 besoins. Premièrement, la survie du régime. Deuxièmement, la souveraineté. Troisièmement, la sécurité intérieure et finalement, et des conditions de vie améliorées. Maintenant, pour établir la paix, est-ce que la communauté internationale peut répondre à ces besoins? Oui, je pense que nous pouvons et que nous devrions. En fait, la plupart des objectifs de la RPDC coïncident avec nos intérêts. Mettre fin à la guerre de Corée, la stabilité régionale, c'est dans l'intérêt de tous. Et la prospérité économique. Ce dont nous avons besoin, dans mon opinion humble, c'est de faire un pari, de négocier une voie qui soit aussi réversible.
doit-elle être réversible si la Corée du Nord triche de nouveau, comme ça s'est déjà produit? Il faudrait en sortir. Donc, nous présentons à la Corée du Nord une bouchée de pommes. Et un tel plan devrait être soutenu de manière internationale par toutes les parties prenantes. Le traité de paix serait un traité de paix avec la Corée du Nord, avec 3 objectifs. Au niveau politique, corroborer la souveraineté de la Corée du Nord et accepter son régime. Économiquement, accepter l'idéologie tchè et lever les sanctions pour donner une chance au développement. Et troisièmement, au niveau de la sécurité, démilitariser la zone démilitarisée et mettre fin aux exercices militaires conjoints et retirer les troupes américaines au sol. Souvenez-vous, toutes ces mesures seraient réversibles. Et en retour, qu'est-ce qu'on attendrait? Mettre fin à la menace et à la démilitarisation qui mettrait fin à la menace pour la région et les États-Unis. Deuxièmement, la Corée du Nord mettrait fin au programme de missiles balistiques. Et troisièmement, elle s'abstiendrait de piratage et d'autres pratiques illicites, par exemple les armes. Et finalement, ça impliquerait des arrangements humanitaires, les familles. Je vous présente 3 conclusions. La première conclusion, il y a encore une manière de négocier. Et deuxièmement, établir ce plan réversible qui aborde des objectifs communs comme une occasion unique. Et troisièmement, assurer des arrangements internationaux de surveillance et de supervision, garant les contextes des Nations Unies et des conseils à emporter la sécurité de la Corée du Nord et notre sécurité commune et investir et développer en Corée du Nord est d'un intérêt mutuel. Et finalement, si vous voulez que la paix, qu'on se prépare à la paix et non pas pour la guerre, pensez à John Lennon, donner une chance à la paix. Merci beaucoup et merci pour cette approche du verre à moitié plein. J'ai une question avec vous. Après le sommet à Singapour, beaucoup pensaient qu'il n'y aurait plus d'exercice militaire entre les États-Unis et la Corée du Sud, mais cette année, ils sont de retour, bien que réduits. Que pensez-vous en tant que diplomate? J'espère que vous m'entendez encore. Mon commentaire, c'est que les exercices militaires sont des routines dans le monde entier. Et bien que je ne sois pas militaire, c'est presque une nécessité. Lorsqu'il y a des forces armées, il faut leur donner la possibilité de pratique. Ça a trait à la coopération avec des alliés aussi. Et deuxièmement, des exercices militaires entre les États-Unis et la Corée du Sud. C'est un signal important tant pour le Japon que pour la Corée du Sud, qui indique que l'alliance est forte. Il y a eu la visite de secrétaire d'État au Japon et en Corée du Sud, particulièrement au début de cette semaine. Et troisièmement, on observe que les exercices ont été réduits cette année pour apparaître moins offensifs.
Et ayant dit tout cela, il faut se souvenir que la Corée du Nord a toujours protesté contre ces exercices. Et s'il n'avait pas protesté contre ces exercices cette année, ça aurait été étrange. Donc, ces exercices sont toujours vus comme une provocation du côté de la Corée du Nord. Et une fois que nous négocions un traité avec toutes les choses dont j'ai parlé avant, il faudra réduire encore plus ces exercices militaires. Et ça sera une des parties de cet accord. Merci pour ces informations précieuses. Maintenant, je vais présenter notre prochain orateur, qui est le professeur Barthélemy Courmont, professeur d'histoire contemporaine et de relations internationales à l'Université catholique de Lille, France, et chercheur principal à l'IRIS, Institut des relations internationales et stratégiques à Paris. Il a aussi été directeur du bureau de l'IRIS à Taïwan de 2006 à 2009. Il a également passé 4 ans en Corée du Sud en tant que professeur de sciences politiques à l'université Hallung. Il est spécialiste, entre autres, des questions de sécurité en Asie du Nord-Est, de la politique étrangère des États-Unis, des relations transatlantiques. Monsieur Courmont, la parole est à vous. Ivo. Merci beaucoup, Ivo. Bonjour. Je suis heureux de partager avec vous l'image derrière moi. Je suis au nord de la France, qui est ensoleillée. Je suis heureux d'avoir cette occasion de partager pour la 3e fois avec la FPU, de partager mes points de vue sur la situation coréenne. Je suis aussi reconnaissant de la présentation d'ambassadeur Vogelaar, pas seulement parce que je partage ses points de vue, donc je ne suis pas obligée d'en parler, mais il me donne aussi l'occasion d'échanger un peu sur la faisabilité de ces perspectives pacifiques. The coming agendas for South Korea, but also for the United States and pour la Corée du Sud, les États-Unis et la Chine. Donc, je vais commencer ma présentation en citant le président sud-coréen Moon Jae-in. Il a dit il y a quelques heures, après un lancement de missiles de la Corée du Nord, comme une provocation, nous savons que nous entrons dans une nouvelle phase de provocation depuis quelques jours. Et Moon Jae-in a dit, je sais que nos citoyens sont concernés par ces lancements de missiles et nous avons assez de capacités de missiles balistiques pour assurer la sécurité et pour détruire la péninsule coréenne. Ça nous montre que le président de Corée du Sud peut adopter une ligne plus dure quand il s'agit de répondre aux provocations de la Corée du Nord. Et il est dans l'opposition conservatrice de son pays et parfois il est apparu trop naïf. Mais là, on voit qu'il est prêt à défendre son pays si nécessaire. Et c'est une déclaration importante pour la Corée du Sud, juste avant les élections, parce qu'il n'y a qu'un terme pour la présidence. Mais le Parti démocrate est à la tête en ce moment et il ne veut pas que les conservateurs puissent critiquer son action en disant qu'on ne peut pas faire confiance aux Coréens du Nord et que nous devrions avoir un ton plus dur par rapport à ce genre de provocation. Donc, c'est ce genre de message qu'il donne maintenant. Et ce qui est très important aussi derrière cette déclaration, et qu'il a déclaré aux
aux États-Unis. Nous connaissons l'importance des relations stratégiques entre Séoul et Washington. Et nous savons comme c'est important pour la sécurité de la Corée du Sud qu'il y a une présence de plus de 30 000 soldats des États-Unis, mais en même temps, la Corée du Sud a développé sa propre capacité. Et quand il s'agit d'un équilibre entre les deux Corées, c'est clair que la Corée du Sud est capable de se défendre. Et une confrontation guerrière mènerait à une dévastation terrible aussi en Corée du Sud, vu la proximité de Séoul avec la zone démilitarisée. Et la Corée du Sud a une force militaire. Et quand il s'agit de la souveraineté de la diplomatie sud-coréenne par rapport à la question de la péninsule, c'est important de dire que la Corée du Sud est contente de coopérer avec ses alliés américains, mais n'oubliez pas que nous avons les capacités nous-mêmes de nous défendre contre une agression nord-coréenne. Et cette déclaration nous dit beaucoup de l'attitude de Moon Jae-in quand il s'agit d'entrer en relation avec la Corée du Nord. Depuis 2018, il y a une augmentation importante de dialogue à différents niveaux entre les Corées et derrière cette rencontre mythique entre Kim Jong-un et Moon Jae-in, nous nous souvenons de sa visite en Corée du Nord, où il est apparu avec ce petit signe montrant qu'ils entraient dans un processus de paix. Et derrière ces rencontres, on a vu d'autres rencontres à d'autres niveaux qui n'impliquaient pas seulement des officiels des deux côtés, mais aussi des acteurs économiques de la Corée du Sud et qui voulaient diminuer des sanctions économiques pour pouvoir investir en Corée du Nord. Et c'est ce qui était mis en œuvre par cette politique Sunshine d'il y a 15 ans. Et l'ambassadeur Faubelard était justement à cette époque aussi impliqué. Nous avons maintenant changé sous le leadership de Moon Jae-in la relation entre les deux Corées. Et en agissant ainsi, Moon Jae-in a réussi à donner un message clair, pas seulement à Pyongyang, mais aussi à Washington et aux autres parties prenantes, par exemple à Beijing. Par exemple, la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un, et ça n'a mené à aucun résultat, bien sûr, mais nous avons aussi vu qu'il y a un acteur significatif dans ce processus que nous avons tendance à oublier. Il s'agit que la question nord-coréenne était surtout basée sur ces provocations nucléaires et je suis d'accord avec l'ambassadeur Vokola que c'est encore plus compliqué maintenant que la capacité nucléaire est présente en Corée du Nord. Mais il y a un dialogue entre les États-Unis et la Corée du Nord qui implique d'autres acteurs qui jouent un rôle significatif. Et ce que j'ai observé sous le leadership de Moon Jae-in, c'est ce changement d'attitude qui a mené à un dialogue compréhensif qui nous donne l'espoir d'un traité de paix entre les deux Corées, à la condition que ce soit soutenu par les autres parties prenantes
entre autres par les États-Unis. Maintenant, la question, c'est comment transformer ces 3 années en quelque chose de permanent, quelque chose qui durera pour le futur et face à de nombreux défis, pas seulement à la maison, pas seulement chez lui. Il est populaire comme président, mais il est aussi critiqué par rapport à son attitude face à la Corée du Nord, qui est surtout, est-ce qu'on peut faire confiance à Pyongyang, au leader nord-coréen? Et bien sûr, toute initiative doit inclure la possibilité d'être réversible parce que à cause du manque de confiance. Et derrière cela, nous avons le changement d'attitude de la population coréenne quand il s'agit de la Corée du Nord. Et la jeune génération montre peu d'intérêt dans le processus de réunification et le dialogue. Et certains ont suivi la diplomatie de Moon Jae-in et on a fait des observations intéressantes. Nous croyions au départ que les jeunes n'étaient pas d'accord avec la diplomatie de Moon Jae-in et qu'ils croyaient qu'un traité de paix était quelque chose de bien pour toute la péninsule. Et nous devrons aussi suivre cela dans les années à venir. Et j'aimerais passer maintenant aux États-Unis. Le fait que nous ayons des questions par rapport à l'administration Biden. L'administration Trump a été peut-être naïve en ne préparant rien avant de s'engager avec la Corée du Nord. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a ouvert la porte à de futures négociations. Derrière le symbole de ces 3 rencontres, il y avait la possibilité d'entreprendre quelque chose. Joe Biden va-t-il suivre le même agenda? J'ai des doutes à ce sujet. Je ne pense pas que Joe Biden va rencontrer Kim Jong-un. Et je ne crois pas que lui et Anthony Blinken vont continuer un dialogue plus large avec la Corée du Nord. J'ai pensé que nous retournerons à la situation précédente qui est d'avoir un deal avec la Corée du Nord et que la dénucléarisation fasse encore partie de ce deal avant quoi que ce soit d'autre. Et nous devons considérer une priorité et peut-être ça devrait être inclus dans un deal plus large. Et là, je suis totalement d'accord avec le point d'ambassadeur Bourgolar. Il nous faut montrer un signe et inclure un deal qui amène à un traité de paix plutôt que seulement se focaliser sur la dénucléarisation, puisque nous avons vu à quel point c'était difficile de mettre en œuvre ce genre d'État. Et dans les 3 dernières années, il y a eu la perspective de changer la relation avec la Corée du Nord. Et si les États-Unis n'écoutent pas leur allié sud-coréen, alors la situation retournera à ce qu'elle était auparavant jusqu'en 2018. Et ce n'est pas ce dont nous nous contenterions. Merci beaucoup. Il y a une question. Vous avez parlé de l'importance du symbolisme ces dernières années, de ces rencontres. Est-ce qu'il nous en faut plus? Est-ce que ce n'est pas le moment de passer à la mise en œuvre de toutes les déclarations et promesses passées comme bien sûr qu'il s'agit de passer aux actions
Et le pas le plus important à entreprendre, c'est de mettre en œuvre les conditions pour un traité de paix. Et malheureusement, la plupart des observateurs de la péninsule veulent, mais que les États-Unis ne sont pas prêts à proposer en ce moment. Donc, ce que nous espérons, c'est que avec une nouvelle victoire du Parti démocrate l'année prochaine et un autre président qui continuerait l'héritage de Moon Jae-in, il y aurait plus de pression de la Corée du Sud envers les États-Unis d'entreprendre des actions et pas seulement une action symbolique. Mais je ne crois pas au symbole de Joe Biden parce que je ne crois pas qu'il rencontrera Kim Jong-un. Donc, c'est soit il entreprend des actions et c'est seulement si la Corée du Sud le pousse dans cette direction ou alors il retournera à ce qui est normal. Et nous n'aimons pas la normalité dans ce domaine. Merci beaucoup. Pour nos auditeurs, continuez de mettre vos questions. Et notre troisième orateur aujourd'hui est M. Jun Isomura, qui est le chercheur principal à l'Hudson Institute de Washington, D.C. depuis 2005. Ses domaines d'expertise sont l'Asie de l'Est et le Pacifique, la stratégie de défense, la Russie et la RPDC. Au cours des 2 dernières années, il a organisé des rencontres entre les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan. Bonsoir, Monsieur Somura, à Tokyo. La parole est à vous. Merci. Bonjour et bonsoir. Je suis honorée d'être ici. Je travaille avec la Corée du Nord depuis de nombreuses années et je peux présenter leur avis ainsi que l'avis de Washington aujourd'hui. Premièrement, l'avis de Pyongyang, c'est que la situation dans la péninsule coréenne est au terme de l'accord d'armistice coréen de 1953, qui veut dire qu'ils sont encore en guerre techniquement. Et donc, les États-Unis considèrent la Corée du Nord comme ennemie et sans entreprendre quoi que ce soit, la guerre ne peut pas mettre fin. Les États-Unis devraient décider pour la guerre ou pour la paix. En juin 2018, à Singapour, le président américain Donald Trump et le dirigeant de la RPDC, Kim Jong-un, ont signé une déclaration commune de 2 pages. C'était la première fois qu'un dirigeant nord-coréen signait un document entre les États-Unis et l'RPDC. Le rêve de longue date de Pyongyang depuis Kim Il-sung qu'il désirait se tenir dans une position égale avec le président des États-Unis. M. Trump a déclaré que la Corée du Nord tiendrait ses promesses sur la déclaration commune et que les États-Unis arrêteraient ces exercices de guerre. Trump s'est engagé à fournir des garanties de sécurité à la RPDC. Et pourtant, avec le nouveau président Biden et son administration, la question, c'est, ils ont les promesses de Trump dans leur main gauche et il semble qu'ils envisagent un rôle de leur main droite pour une poignée de main avec Biden ou alors utiliser des bombes nucléaires. La principale préoccupation, c'est que l'administration Biden n'a pas de canal de confiance avec Pyongyang. Le 14 mars, Reuters a publié un article intitulé qu'un officiel américain a dit à Reuters qu'ils essayaient d'atteindre la Corée du Nord à travers différents canaux, et inclus à travers New York, mais qu'ils n'ont pas reçu de réponse de Pyongyang. Et Biden a décrit Kim comme un voyou et a déclaré qu'il ne le rencontrerait qu'à la condition qu'il serait en train de réduire sa capacité nucléaire pendant sa campagne électorale. Pyongyang devait être assez mécontente de ces informations et des fuites des médias, et bien plus s'ils refuseront une telle approche agressive et hostile de Biden,
qui a appelé Kim voyou. C'est purement un problème entre Washington et Pyongyang. Il n'y a pas de place pour la Corée du Sud pour y entrer puisque la Corée du Sud n'a pas signé l'accord d'armistice. Maintenant, l'histoire de la lutte sur la péninsule coréenne, même au cours des 130 dernières années, il y a eu 5 incidents importants liés à la péninsule coréenne, comme la première guerre sino-japonaise, la guerre russo-japonaise, l'annexion japonaise de la Corée en 1910, l'incident mandchou et la guerre de Corée en 1950, presque tous les 10 à 20 ans. Aujourd'hui, en Asie du Nord-Est, il y a 3 grandes superpuissances politiques et militaires, les États-Unis, la Russie et la Chine, et 3 puissances économiques, les États-Unis, la Chine et le Japon. Mais il n'existe pas d'instance régionale pour maintenir l'ordre semblable à celui de l'Union européenne ou de la NAS. Sans ordre et sans coopération, il sera impossible de régler les questions de la péninsule coréenne. Il existe de nombreuses opinions optimistes et romantiques et d'autre part de nombreux points de vue pessimistes, stéréotypés, y compris des rumeurs sur la péninsule coréenne, en particulier sur la RPDC. Il y a plusieurs discussions sur la Corée du Nord aujourd'hui, mais toutes sont sans la participation de la RPDC. Comment pouvons-nous en discuter sans elle? Comment pouvons-nous réfléchir à leurs points de vue, leurs opinions, leurs pensées et leurs contre-arguments dans ces discussions? Comment pouvons-nous discuter la question en l'absence de connaissances et d'informations actuelles sur la RPDC? Perspective à court et à long terme. Premièrement, nous devons analyser et comprendre l'objectif de la Corée du Nord en matière de développement nucléaire et de missiles. C'est sans doute pour se protéger de la menace venant des États-Unis. Ils ne sont pas stupides au point de commencer une guerre contre les États-Unis et leur plus grande priorité est d'être reconnus officiellement comme un État indépendant par les États-Unis. Deuxièmement, Washington et Pyongyang devraient partager et convenir d'une feuille de route sur la dénucléarisation, sur les points techniques et physiques et des mesures politiques parallèles, y compris l'accord de fin de guerre et le traité de paix entre les États-Unis et la RPDC, et lever les sanctions progressivement. Cette feuille de route, de faire une déclaration commune pour établir des relations d'État à État entre les États-Unis et la RPDC. Avec ces processus, il sera possible d'aller de l'avant. Troisièmement, dans les discussions sur l'unification des Corées, nous devons être clairs sur les formes d'unification. Il y a 5 cas. Premièrement, l'unification d'État à État, comme l'Allemagne, et deuxièmement, unification de races égales. Nous devons nous souvenir que les Coréens ne sont pas seulement en Corée du Sud et en Corée du Nord. Il y a près de 3 millions de Coréens dans le nord-est de la Chine. Troisièmement, l'unification de la société, de la culture, de la foi. Quatrièmement, l'unification de l'économie. Cinquièmement, l'unification des régions. Cependant, la Corée du Sud n'a pas montré un concept spécifique d'unification des Corées. Au moins, la RPDC ne sera pas intéressée à l'unification. Ils sont fiers en tant que pays indépendant avec l'idéologie juche. Ils ne font pas beaucoup confiance à la Corée du Sud, soutenue par les États-Unis. Pyongyang est souvent irrité et inquiète de la situation politique instable de la Corée du Sud. Il pense même que la force américaine stationnée en Corée du Sud est nécessaire au maintien de la stabilité de la Corée du Sud. L'unification des Corées n'est peut-être pas une solution simple et une mesure pour la stabilité de la région. Plus que cela, ce pourrait être un déclencheur d'un autre conflit dans la région. La Chine et la Russie auront probablement un autre point de vue.
En outre, sans le soutien et la coopération d'autres membres de la région, un rêve d'unification ne pourrait être réalisé. Bien sûr, Pyongyang a agi sérieusement et gardé l'indépendance durant les 60 années passées avec 3 générations. Dans la longue histoire de la péninsule, peut-être pour la première fois, la RPDC a maintenu son indépendance en excluant l'ingérence des autres, malgré leur situation douloureuse et démunie. Finalement, la confiance et l'autodétermination dans une région sensible et compliquée comme l'Asie du Nord-Est, créer la confiance est le point le plus important, mais aussi le plus difficile. Tous les pays membres ont un conflit, petit ou grand, les uns avec les autres. La situation actuelle ressemble à une nouvelle guerre froide dans la région de l'Asie du Nord-Est entre les 3 superpuissances. Toutefois, tous les pays de la région devraient sérieusement tenir compte de la stabilité et de la coopération entre les membres. Ce serait l'une des idées pour établir une zone économique de l'Asie du Nord-Est, y compris la Mongolie et Taïwan. Ce serait semblable au processus de l'Union européenne depuis l'Union pan-européenne internationale par le comte Richard von Coudenhove-Caleggi en 1923. Sans l'Union européenne, l'unification de l'Allemagne n'aurait pas pu réussir comme aujourd'hui. Par conséquent, l'Union européenne et l'Allemagne seront d'excellents enseignants pour l'Asie du Nord-Est. Merci beaucoup, Monsieur Isomura. Vous avez mentionné un exemple pour le Sud, dans une région qui a aussi, comme le Cambodge et le Vietnam, est-ce que quelque chose se produit pour former une association en Asie du Nord-Est? Oui, comme je vous l'ai dit, dans mon esprit, il y a une zone de l'Asie du Nord-Est et l'emphase sur l'économie est plus importante que celle pour la politique dans cette région. Et la Mongolie aussi est un pays relativement neutre entre la Chine, la Russie et la péninsule coréenne. Et Taïwan, c'est aussi une puissance économique. Donc, se focaliser sur la zone économique, c'est mon idée à moi. Merci beaucoup. Maintenant, il est temps pour une table ronde. J'ai quelques questions et vous pouvez commenter les réponses les uns des autres et avoir une conversation vivide. Ma première question, est-ce que vous pensez qu'il soit possible que la Corée du Nord ait une relation normale avec l'Amérique et la communauté internationale plutôt que d'avoir des armes nucléaires dont la principale raison d'être, c'est d'empêcher, à leur avis, un effort par l'Amérique de renverser le régime nord-coréen? Donc, en d'autres termes, comment assurer à la Corée du Nord que ce n'est pas le but de l'Amérique d'attaquer, de renverser le régime? Peut-être, professeur Courmont, vous devrez quitter ce webinaire à 12h15. Donc, je pense que c'est possible. Tout est possible. Nous avons vu sous l'administration Obama quand il est allé au Vietnam et qu'il a engagé un dialogue stratégique avec son ennemi d'avant et que le Vietnam a changé depuis 1975. Nous parlons toujours d'un point de vue occidental, de changement de régime et de démocratie comme étant un prérequis pour mettre en œuvre des relations diplomatiques, mais en fait, nous pouvons travailler avec des pays non démocratiques. C'est ainsi.
Et je crois que c'est possible, mais avant de faire cela, il faut restaurer la confiance, car elle a été brisée. Et le fait que la Corée du Nord a trompé ses engagements de Kedo et tous les dialogues qui ont été mis en œuvre dans la politique Sunshine nous montrent qu'il faut faire attention et que nous ne pouvons pas faire confiance au discours politique de la Corée du Nord. Nous devons juger par les actions qui sont mises en œuvre par ce pays. Et quand il s'agit de mettre en œuvre la paix et un dialogue compréhensif, on a besoin d'un dialogue plus large, pas seulement basé sur le facteur nucléaire, et le fait d'accepter soit que la Corée du Nord est un État nucléaire ou justement le convaincre de mettre fin à ça, mais ça inclut également la sécurité de la Corée du Nord quant à sa souveraineté, son régime et ses peurs. Il n'y aura pas de deal qui pourrait amener un changement de régime dans le futur. Et ça, c'est ce que nous devons comprendre. Et Moon Jae-in comprend cela et son approche a été très productive puisqu'il a considéré le fait d'exclure la réunification à court terme, mais plutôt rétablir la confiance qui est la première priorité en ce moment. J'espère que les autres parties prenantes continueront dans cette direction, et particulièrement les États-Unis. Merci beaucoup. Les autres panélistes, est-ce que vous aimeriez commenter à ce sujet? Oui, si je peux. De la même manière, je pense qu'il est possible, dans un futur plus distant, d'établir des relations pacifiques entre les États-Unis et la Corée du Nord. Mais il y a une condition importante, c'est que la Corée du Nord n'est pas prête à avoir ce genre de relations à moins d'avoir reçu des garanties pour sa sécurité. Et une fois que la Corée du Nord ne se sentira plus en danger par le monde extérieur, je crois que ce sera irrésistible pour ce pays pauvre d'être englobé dans l'économie mondiale et la sécurité et les structures de coopération sécuritaire. Et ça, elle s'ouvrira une fois qu'il ne se sentira plus menacé. Voici ma réponse courte. Il nous faut apprendre à être d'accord, d'être différents, puisque aucun de nous n'est parfait. Et dans un cadre intermédiaire, il faut tolérer cela. Et parfois, nous avons commencé des négociations avec le but final, comme une dénucléarisation totale ou la levée totale des sanctions. Mais ça, c'est la fin du processus. Tout le monde parle de la dénucléarisation, mais ce n'est pas une question politique, c'est plus une question technique et physique. Donc, nous devons établir le processus physique et le déclarer, et aussi établir une feuille de route et en parallèle établir des pas, des étapes techniques et physiques, aussi entreprendre les étapes politiques comme le traité de paix. Et sinon, personne ne pourra comprendre, et en particulier la Corée du Nord ne peut pas comprendre. Et c'est ça le point principal, je pense.
Donc, nous parlons de buts liés. Il nous reste 8 minutes. Peut-être qu'il y a d'autres questions. En parlant de la situation coréenne, nous ne pouvons pas ignorer la Chine. Nous voulons le soutien de la Chine, mais pas l'interférence en Corée du Nord. Est-ce que la Corée du Nord va rester une marionnette? La Corée du Nord est un État ermite, fier de son indépendance et de son autonomie. Est-ce qu'elle veut finir comme une marionnette sous les cordes chinoises? C'est une question très difficile. Même si les États-Unis et la Corée du Nord font un traité de paix, avant cela, il faut considérer les forces des États-Unis en Corée du Sud. Et la première question, si la Corée du Sud, est-ce qu'elle est prête à ce pas? Et deuxièmement, comme Ivo l'a dit, ce tampon, cette zone tampon dans la compétition sino-américaine, c'est très compliqué. Comment résoudre? Ça, c'est une question large. May I add something? J'aimerais ajouter quelque chose. Je pense que nous devrions rester ouverts. Un traité de paix, comme je l'ai indiqué dans ma présentation, demande la reconnaissance d'une souveraineté du régime et du territoire de la Corée du Nord. Ça impliquerait que l'existence de la Corée du Nord comme une entité, comme un pays, deviendrait perpétuelle, car on ne reconnaît pas la souveraineté de quelqu'un en espérant que ce pays va disparaître. Donc, je ne vois pas la Corée du Nord comme un tampon, mais comme une entité que nous avons héritée de la guerre et que nous devons reconnaître pour coopérer dans la communauté internationale qui bénéficie à tous. Et si, dans le long terme, les deux Corées continuent d'exister en tant que voisins ou en tant qu'un pays uni, ça reste à voir. Il y a les aspects de l'économie et de la culture qui sont impliqués. Comme professeur Cormon l'a dit, qu'il y a un intérêt qui décroît de la part de la jeune génération pour l'unification. Je ne suis pas contre la réunification du tout, mais je pense que la réunification de la péninsule coréenne devrait être le résultat d'un processus long. Une fois que la Corée du Nord sera acceptée comme membre de la communauté internationale, elle prendra en compte des valeurs comme les droits humains et la situation de la population s'améliorera et ça créera un équilibre entre les deux Corées et ça pourrait signifier la réunification, mais pas un but à ce moment. Merci beaucoup. J'ai encore quelque chose à ajouter. Premièrement, quand il s'agit du rôle de la Chine et de la mise en œuvre d'une paix durable, une partie de la réponse est dans la présentation de M. Isomura, quand il s'agit d'établir un dialogue sécuritaire de la région qui n'existe pas encore. Et ce que nous voyons maintenant, c'est aussi, nous observons des approbations
dans les dialogues que la sécurité reste un nœud, pas seulement pour ce qui se produit dans la péninsule, mais aussi à cause de la Chine et de ses voisins, aussi par rapport à Tokyo, mais aussi entre les deux Chines. Donc, nous sommes dans la situation d'être dans un nœud sécuritaire. Donc, avec la Chine, ce sera très difficile, mais nous devrions travailler à cela dans le futur. Et quand il s'agit des perspectives de réunification, je suis d'accord avec ambassadeur Vogela, ce n'est pas quelque chose dont il faut tenir compte dans un court terme. Ça va se produire, je le crois. Mais de le mettre sur la table en ce moment, la réunification voudrait dire la disparition de la Corée du Nord, parce que la réunification ne serait pas réelle. C'est de deux pays d'accepter de se suicider et de se joindre à l'autre régime politique. Et dans ce cas-là, aucun de la Corée du Sud n'accepterait d'être citoyen de la Corée du Nord. Et donc, c'est inviter la Corée du Nord de se joindre à la République démocratique de Corée. Et ce n'est pas une option qu'on peut mettre sur la table. Mais si nous restaurons la confiance et instaurons la paix comme conséquence que la Corée du Nord se développe, qui est l'un des handicaps les plus grands, alors c'est quelque chose que nous pouvons considérer dans le long terme. Donc maintenant, nous allons passer aux questions de l'audit du public et je vais maintenant me tourner vers Madame Brigitte Gallois, qui est présidente de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification du Luxembourg. Elle est ancienne professeure de français à des universités en Corée du Sud. Elle a aussi fondé la Fédération des femmes en France et de 1993 à 2015, elle a travaillé à l'ambassade de France à Séoul. Merci beaucoup. Nous avons des questions du public et la première question, c'est une question de l'ambassadeur Van den Broek de la Belgique. Qu'est-ce qui devrait venir en premier? Un traité de paix entre les deux Corées, y compris les principes de la déclaration? Yes, I would like to address it in a very direct. J'aimerais parler de cette question de manière directe. Ça devrait être simultané. We should strike a one-time deal with North Korea. How that should be negotiated and by Et whom. comment négocier cela et avec qui, ça c'est un autre aspect. Mais l'objectif, c'est que tout se produise en même temps et qu'il y ait un traité de paix et la dénucléarisation. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait ajouter? Oui? C'est impossible de faire un traité de paix entre la Corée du Nord et du Sud, puisque, comme je l'ai dit, les conditions maintenant, c'est la guerre entre les États-Unis et la Corée du Nord. Donc, ce ne sont pas des conditions de paix. Le seul traité de paix peut se faire entre les États-Unis et la Corée du Nord. Merci. May I add Yes, please. something? There's often a misunderstanding. Il y a parfois une mécompréhension du but de la dénucléarisation. J'espère pas ici aujourd'hui. Parfois, moi, je suis convaincue que l'objectif de la dénucléarisation doit être compris comme la dénucléarisation de la péninsule coréenne, pas seulement de la Corée du Nord. Et au-delà de ça,
Comme M. Isomura l'a déjà dit, il y a la possibilité d'une coopération multilatérale dans la région et ça devrait mener à une zone libre dans l'Asie du Nord-Est. Thank you very much. Merci beaucoup. J'ai une autre question de la France. Est-ce que le processus de réconciliation peut se faire sans vision gagnant-gagnant? Qu'est-ce que la Corée du Nord et du Sud gagneraient de se réconcilier? Est-ce que le premier pas serait d'harmoniser les deux Corées dans un certain domaine avant de se réconcilier? Would you like to address this question? Yes, Mr. Dr. Kourman, please. Yes, thank you very much. Well, of course, it's a very Bien important question. sûr que c'est une question très importante. Quelles seraient les conditions qui soient acceptables des deux côtés? Nous avons parlé de cette question en relation avec la Corée du Nord, la souveraineté, la sécurité, le maintien du régime. Ce sont les priorités pour la Corée du Nord. Et ensuite, les perspectives de développement économique qui est très nécessaire. Quant à la Corée du Sud, l'objectif plus important, c'est la sécurité. C'est une société moderne qui est tournée vers le futur et d'avoir cette menace juste à quelques kilomètres de sa capitale, Séoul, c'est inacceptable. Donc la sécurité, c'est la raison principale de la Corée du Sud. Mais ça vient avec un prix. À quel point la Corée du Sud est prête à établir la paix et à faire des efforts, pas seulement avec la Corée du Nord. Et nous avons vu à travers la politique Sunshine que ce n'est pas si facile car beaucoup de ne sont pas prêts à payer pour payer une économie, une société décente en Corée du Nord, qu'il faut une approche multilatérale. La Corée du Sud ne peut pas y arriver seule. Donc, quelles sont les conditions pour avoir plus de parties prenantes, pas seulement dans le domaine de militaire, mais aussi plus largement dans le développement de la Corée du Nord pour restaurer une relation de confiance. Le Japon est peut-être un pays qu'il faudrait écouter. Bien sûr, vous avez l'expérience de l'unification de l'Allemagne, mais le cas de l'Allemagne, c'est parce qu'il y avait l'Union européenne qui a soutenu l'Allemagne de l'Ouest qu'ils ont pu s'unifier. Mais l'unification de la péninsule coréenne, c'est pas possible que juste la Corée du Sud fasse tout. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'une zone économique du nord-est de l'Asie pour soutenir. Non, la Corée du Sud va périr avec cette unification. J'aimerais ajouter quelques éléments sur la réconciliation. C'est un problème important, mais la réconciliation ne peut pas être imposée. On ne peut pas le mettre dans un contrat ou une convention, comme l'exemple de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Si on amène ensemble les deux antagonistes dans une coopération sécuritaire et aussi économique. Et depuis le début, on a invité l'Allemagne qui était défaite et détruite à se joindre à ces instances et à jouer un rôle et à surmonter l'animosité et le manque de confiance entre les nations européennes.
ça ne s'est jamais produit en Asie du Nord-Est. I think, for one, Japan was never invited. Premièrement, le Japon n'a jamais été invité à participer à ce genre de structure puisqu'elle n'existait pas. Japan should also have Mais le Japon devrait aussi aller au-delà de la générosité parce qu'il a payé d'énormes compensations après la Deuxième Guerre mondiale. Mais il n'y a jamais eu de geste comme Willy Brandt qui est allé en Pologne en 1900 et qu'il a demandé pardon pour le régime nazi. Donc la réconciliation doit sortir de gestes symboliques, mais aussi de générosité mutuelle et de coopération. Et c'est le moment pour l'Asie du Nord-Est de prendre ce chemin. Je suis d'accord, le Japon devrait prendre la responsabilité pour la stabilité dans la région. Et c'est très important, je pense. Well, if there's no more to say on that question, I would go to the next. Donc, je passe à la prochaine question Peter Heider, de Peter Heider Austria. d'Autriche. Would a neutral North-South Est-ce confederation qu'une confédération Nord-Sud serait une perspective? Does anybody want to answer? Est-ce que, Yes. Can you repeat the question, please? The question is, would a neutral est-ce que North-South confederation une confédération neutre Nord-Sud serait une perspective? another question? Et nous avons une autre question et vous pouvez penser Or Austrian noter. tradition with a La UN neutralité de la Suisse et de l'Autriche avec une mission de l'OSCE en Asie. Well, if I just may answer very quickly, Je ne crois pas que c'est faisable, not only because of the gap pas seulement à cause du fossé entre ces deux pays qui ont été séparés depuis plus de 70 ans et qui ont été engagés dans un conflit. On ne peut pas comparer avec la situation de l'Allemagne où il n'y a pas eu de conflit entre les deux et seulement 40 ans de séparation. Et puis, le fossé qui oppose les deux Corées en ce moment. Donc, la possibilité d'arriver à un accord qui puisse permettre à la Corée d'exister comme une entité, je ne le vois pas pour l'instant. Ça peut se produire après des décennies, après que la confiance sera rétablie. Thank you. Yeah. Yes. Yes. Adding to that, yes, I agree with. J'aimerais ajouter que je suis d'accord avec l'opinion de Dr Courmont et qu'un jour, ça se produira. We should first start. Mais nous devrions d'abord créer les conditions pour résoudre la crise. Et la condition principale, c'est que la Chine et les États-Unis devraient ensemble arriver à un arrangement et ensuite de négocier avec la Corée du Nord. And once that is achieved, Et une fois que ça sera accompli, et si c'est accompli, alors à partir de là, on pourra unifier. Et puis, l'OSCD, j'ai plaidé pour la coopération multilatérale et ça serait une idée. Regardez, avec ASEAN, c'était une coopération économique et c'est devenu, ça a élargi son mandat et c'est devenu une institution aussi pour les situations sécuritaires et politiques. we should first Donc, en ce moment, nous devrions d'abord relationship between the United States réparer les relations endommagées entre les États-Unis et la Corée du Nord et pouvoir avoir une coopération proche avec la Chine. Merci beaucoup.
So if we went around all the questions, Nous avons passé par toutes les questions et peut-être nous pouvons continuer avec notre programme. Merci beaucoup d'avoir mené cette séance de questions-réponses. Et merci pour le professeur Cormont. Nous vous remercions d'avoir été avec nous malgré votre programme et merci pour votre contribution et j'espère que nous vous aurons parmi nous de nouveau. Oui, je dois sortir puisque j'ai un autre webinaire sur Myanmar. Et il y a beaucoup de choses qui se produisent en ce moment en Asie. Donc, une discussion va se produire dans moins de 10 minutes. Merci beaucoup. Au revoir. Les remarques finales d'aujourd'hui seront données par M. Yoshihiro Yamazaki, qui est le coordinateur de l'Association internationale des universitaires pour la paix pour l'Europe et le Moyen-Orient. Il est directeur de liaison pour l'Europe et le Moyen-Orient de l'Institut pour les politiques de paix, qui est un think tank à Tokyo. Et c'est pourquoi il est à Istanbul en ce moment. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Les discussions d'aujourd'hui étaient très productives et j'espère pouvoir traduire toutes ces discussions et en faire un papier. Si vous nous donnez la permission. Donc, avec ce webinaire, j'ai participé à plus d'une douzaine de webinaires axés sur la péninsule coréenne et que l'agenda coréen a en effet des implications profondément mondiales. Le programme d'armes nucléaires de la Corée du Nord pourrait sérieusement discréditer, basé sur le traité de non-prolifération des armes nucléaires. Une autre question. Après 3 décennies, depuis la soi-disant fin de la guerre froide, le monde est toujours incapable de se débarrasser du spectre de l'Europe au milieu du 19e siècle. Au contraire, ayant vécu au Moyen-Orient pendant un certain temps, je m'inquiète de plus en plus du fait que cette idéologie des luttes pour le développement fondée sur le matérialisme pourrait agiter la jeune génération au Moyen-Orient qui était essentiellement libre de cette idéologie politique fondée sur l'athéisme jusqu'à présent. Au vu d'attaquer ces problèmes, la FPE invite actuellement des experts du monde entier. Dans ce processus, j'ai réalisé certains avantages essentiels que les experts européens peuvent apporter aux questions coréennes. À l'exception de la Russie, c'est évidemment un outsider géographique et géopolitique de l'Asie du Nord-Est. Comme plusieurs experts l'ont noté, cependant, ce statut d'outsider pourrait aider les Européens à prendre une neutralité plus proactive que les États-Unis. En plus, la diplomatie européenne, par quelques pays, est plus en mesure de recourir à des moyens militaires pour s'accuser aux différents intérêts nationaux. De plus, la majorité des pays européens ont des relations diplomatiques avec la République démocratique populaire de Corée. Nous avons écouté des experts remarquables sur leurs expériences et observations franches en Corée du Nord. Au milieu de vues assez unilatérales prévalentes dans les médias du monde sur la Corée du Nord, en tant que professionnel des médias moi-même, la situation semble donner à la Corée du Nord peu de chances d'issue rationnelle et pacifique. Mais plus que toute autre chose, l'Union européenne est le grand modèle et l'inspiration de paix, d'harmonie et d'union entre des États souverains qui ont passé par 2 guerres mondiales. L'Europe de l'Ouest a inventé le mécanisme de sécurité par l'intermédiaire de l'Alliance de l'acier et du charbon en ouvrant la voie à une intégration éventuelle. Puis, après
la guerre froide qui a duré 40 ans, 45 ans, l'Europe a pu étendre sa sphère d'union au-delà du rideau de fer. Sa diplomatie patiente et sage, ainsi que les esprits de réconciliation sont remarquables et respectables, d'autant plus que nous voyons dans la région d'Asie du Nord-Est des rancunes nationales encore persistantes, de nationalisme, d'idéologie, les uns contre les autres. Il y a encore de nombreux défis, mais l'Europe est un témoignage de pardon. Et il y a deux éléments qui sont nécessaires pour la paix et la liberté. Et les Européens ont pratiqué d'aimer l'amour pour le pécheur, mais l'amour pour le pécheur, mais la haine contre le péché. Et dans cet esprit d'amour véritable, Monsieur et Madame Moon ont rendu visite à Pyongyang voilà 30 ans. Et en risquant presque leur vie, Dr Moon a mis en garde la Corée du Nord contre le communisme, et pourtant il a pu embrasser le président Kim Il-sung. Ils se sont mis d'accord sur différentes mesures pour un règlement pacifique sur la péninsule. Et Madame Moon mène des efforts pour la réunification de la Corée. Le siècle passé était un siècle de guerre mondiale et avec beaucoup de larmes et de guerres et de sacrifices. Donc faisons de ce siècle-ci un siècle de paix qui est soutenu par l'héritage de l'Europe et ses sacrifices. Merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. C'était un moment très inspirant pour moi et pour les participants. Merci beaucoup. Nous sommes très flattés d'entendre d'un Japonais que l'Europe est un modèle brillant à suivre, et nous croyons que dans cette approche multilatérale qui est recommandée pour trouver une solution à la situation coréenne, nous avons un rôle à jouer. Donc, chers panélistes, vous avez encore quelques minutes pour donner vos dernières paroles et vos réflexions sur ce webinaire. Qui est-ce qui aimerait commencer? Ambassadeur Vogelard. Les derniers mots, je n'aimerais pas les appeler comme ça, mais je suis heureux que M. Yamazaki nous ait donné ces paroles de conseil d'aimer le pécheur et de détester le péché. L'histoire européenne, nous avons aussi aimé les péchés et les conflits, puisque nous avons été en conflit pendant des siècles. Mais oui, nous sommes stables malgré des défis intérieurs. Comme je l'ai dit avant, j'espère qu'en Asie du Nord-Est et dans la région du Pacifique, dans son ensemble, il y aura la stabilité et des événements comme aujourd'hui pourront mener à cette paix. Merci. Monsieur Isomura, oui, merci beaucoup. C'était une discussion très intéressante. La difficulté entre Washington et Pyongyang, il n'y a presque pas de canaux, des canaux de confiance, et c'est très difficile de communiquer entre Washington et Pyongyang. Et pas seulement une communication physique,
mais aussi les pensées sont tellement différentes et les Américains ne comprennent pas la pensée nord-coréenne et ils n'ont aucune idée de Washington. Et moi, j'étais entre les deux et c'était très difficile de traduire et de donner leur message à d'autres. C'était très difficile. Et ce n'est pas si facile. Et franchement, la Corée du Nord ne fait pas facilement confiance. Nous ne pouvons pas toucher. Et très souvent, on fait des coups de pied. Et les Américains ne comprennent pas les chats. Ils aiment mieux les chiens, c'est plus facile de les nourrir et de leur donner des ordres et de communiquer avec eux. Les Américains ne comprennent pas comment gérer des chats. Merci beaucoup. Pas de paroles fameuses, puisque le dernier mot sur cette question coréenne n'a pas encore été dit. Il est maintenant il est maintenant temps de terminer notre webinaire. Merci beaucoup à tous nos conférenciers. J'espère que vos idées vont résonner avec des personnes qui sont à des postes clés, qui peuvent faire une différence dans la péninsule coréenne et dans la région dans un proche futur. Et pour notre public, merci beaucoup d'être avec nous. Nous vous maintiendrons informés de nos programmes futurs et nous espérons que vous joindrez à nous de nouveau. Au revoir. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Ambassador. Thank you very much Thank you for very your much, really. participation. Thank you. Thank you, Yamazaki-san.